Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux centrales hydroélectriques, les barrages, et répondre à la question d'où provient l'énergie de l'eau. Cette eau dans le barrage est en effet très calme en apparence. On pourrait considérer que son énergie est nulle. Comment dans ce cas-là, le barrage pourrait-il produire autant d'énergie électrique? Pour commencer, rendons-nous sur le site pccl.fr. Sur ce site, sélectionnons le menu Réforme 2016, l'énergie et ses conversions, et choisissons le menu 50, transfert d'énergie et barrage hydroélectrique. Nous avons ici une version artisanale du barrage, avec l'eau dedans, le moulin, l'alternateur et la lampe. On a ici donc le mouvement de l'eau qui permet de générer de l'énergie électrique. Une version plus sophistiquée, nous avons ici le lac de retenue derrière le barrage, une vanne, la conduite forcée, une turbine, l'alternateur, le transformateur et tout le système électrique. Lorsqu'on ouvre les vannes, l'eau tombe dans cette conduite forcée, entraîne la rotation de la turbine qui est couplée à l'alternateur. L'alternateur tourne et c'est le mouvement de cet alternateur qui lui permet de générer l'énergie électrique qui va être ensuite distribuée dans tout le réseau. Comme nous venons de le voir, c'est bien l'eau qui permet au barrage de fournir cette énergie électrique, en entraînant notamment la rotation d'une turbine couplée à un alternateur. Essayons de mieux comprendre comment, en tombant, cette eau peut apporter son énergie au barrage. On va donc lâcher une bille dans du sable. La bille correspondra à l'eau en train de tomber. Nous l'avons vu dans cette expérience, l'énergie de la bille dépend de la masse de celle-ci, mais aussi de la hauteur à laquelle elle tombe. Si on répercute ceci pour les barrages, on comprend que pour avoir beaucoup d'énergie d'eau, il faut donc avoir une très grande quantité d'eau, ainsi qu'une très grande hauteur de chute d'eau. C'est la raison pour laquelle notamment les barrages hydroélectriques sont situés dans des zones montagneuses. Cette énergie de l'eau est liée à sa hauteur. Mais si l'on regarde un peu plus en détail, ce barrage, lorsque l'eau arrive ici, sa hauteur n'est plus que de 0 m. L'énergie étant liée à la hauteur, toute logique, son énergie devrait être nulle. L'énergie de la bille devrait être nulle, l'énergie de l'eau ici devrait être nulle. Comment expliquer que l'eau puisse encore avoir de l'énergie alors que sa hauteur est maintenant nulle? Rendons-nous sur le site pccl.fr à nouveau. Cette fois-ci, nous choisissons le menu 51. Nous avons notre bille qui est ici et qui va tomber là. L'énergie de position qui nous intéresse, avec le réservoir ici qui est plein. Lorsque la bille tombe, on le voit ici, son énergie de position diminue. La hauteur diminue, elle a de moins en moins d'énergie et quand elle touche le sol, la hauteur vaut 0, elle n'a plus d'énergie de position comme nous l'avions précédemment.
précédemment évoqué. Maintenant, ce que l'on constate, c'est que lorsque la bille tombe, elle perd de la hauteur, mais prend de la vitesse, représentée ici par cette flèche et cette lettre V comme vitesse. On remarque également que lorsqu'elle perd de l'unité de position, elle gagne une autre forme d'énergie qui est l'énergie cinétique, représentée dans ce réservoir ici. L'énergie cinétique est associée à la vitesse. La bille au cœur de la chute prend de la vitesse, elle gagne de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique est associée, liée à cette vitesse. Et cette énergie cinétique est maximale lorsque la bille touche le sol. Tout le réservoir d'énergie de position s'est converti en énergie cinétique. Vous remarquerez ici le réservoir appelé énergie mécanique. L'énergie mécanique étant la somme de ces deux formes d'énergie, l'énergie cinétique liée à la vitesse et l'énergie de position liée à la hauteur. Si on fait la somme des deux, on constate que cette énergie mécanique est constante et ne varie pas au cours de la chute. On vient donc de le voir, en tombant, l'eau ou la bille possède deux formes d'énergie liées au mouvement, l'énergie cinétique et l'énergie de position. L'énergie de position se convertit en énergie cinétique durant la chute. L'énergie de position est liée à la masse de l'objet ainsi qu'à la hauteur de chute. L'énergie cinétique est associée également à la masse de la bille, comme nous le verrons dans la prochaine leçon, mais également associée à la vitesse. On peut regarder, pour s'amuser un petit peu, un dernier menu sur le site pcl.fr, menu 49, les montagnes russes. Vous avez ici un circuit montagne russe. On retrouve les fameux réservoirs d'énergie, énergie cinétique liée à la vitesse, énergie de position liée à la hauteur, et énergie mécanique qui est la somme des deux. On lance le wagon, il est en train de monter. Plus il monte, plus la hauteur augmente, plus l'énergie de position augmente. Et lorsqu'on laisse partir le wagon, on s'aperçoit que si l'énergie cinétique et l'énergie de position varient, l'une se convertit en l'autre. Lorsque la bille est tout en bas, comme ici, elle va très vite, donc une grande énergie cinétique, au contraire une très faible énergie de position, et inversement, lorsqu'elle arrive plutôt en hauteur, elle possède une très grande énergie de position et une très petite énergie cinétique. Quand elle est en hauteur, c'est son énergie de position qui lui permet de remonter sur la courbe suivante. On voit ici donc que les deux formes d'énergie se convertissent l'une l'autre. L'énergie mécanique globale ne varie pas, elle garde la même forme d'énergie. Aussi théorique bien évidemment, il y a des frottements. Et notamment, à la fin, lorsque les freins sont actionnés, ce sont les freins qui récupèrent toute l'énergie et qui permettent ainsi au wagon de s'arrêter. Donc en conclusion, c'est bien l'eau en mouvement qui apporte son énergie au barrage, notamment à l'alternateur. Cette énergie de mouvement, cette énergie mécanique, se décompose en deux formes d'énergie, énergie cinétique et énergie de position, l'une pouvant se convertir en l'autre, notamment lors d'une chute.